Bonjour tout le monde, on va passer un petit moment autour de ces questions d'innovation. Comment innover, pourquoi innover, comment innover, c'est quoi l'innovation et quels sont les effets observés. L'idée c'est de discuter autour de ces notions-là. Ça c'est Marie, il y a quelques années déjà avec qui on échange autour de l'innovation, de l'enseignement du numérique dans les MFR et avec Marie. Et elle m'a envoyé un mail avant les vacances en me disant j'aimerais bien que tu viennes discuter un peu avec nous lors des réunions qu'on va faire. Et donc je vais vous faire une petite présentation surtout de l'innovation. C'est quoi l'innovation? Toujours une vision un peu méta, mais calée sur la problématique de la formation et de l'enseignement. Alors moi je donne des cours autour de l'innovation. C'est quoi l'innovation? Les processus de l'innovation en général, hein, pas uniquement dédiés à la formation, les différents types d'innovation, je vais y arriver. Et donc, quand je discute avec mes étudiants, je leur pose la question, donnez-moi la définition pour vous, c'est quoi innovation? Et là, j'ai plein de réponses, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, l'innovation, on l'emploie à toutes les sauces, dans tous les termes, dans tous les sens. C'est un peu comme numérique, c'est devenu un peu un terme un peu générique, et du coup, il y a confusion. Il y a confusion sur le mot innovation, c'est quoi l'innovation? D'ailleurs, la confusion se voit avec les termes qu'on utilise, c'est une chose. On n'arrive pas bien à définir. Les étudiants, ils n'arrivent pas bien à définir l'innovation. On n'arrive pas trop à définir ce que c'est. C'est une chose. Autour de la création. C'est un peu ce qui ressort. Hein, quelque chose de nouveau, création, quelque chose de nouveauté. Innovation est associée avec création. Où on peut, dans certains cas, partir de quelque chose qui existe pour essayer de l'améliorer. Donc il y a aussi cette notion d'amélioration qui sort. Qui ressort de temps en temps, où on part de quelque chose qui existe. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est la défiance autour de l'innovation. C'est quelque chose qui peut nuire à la planète. On surconsomme, on surproduit, ça demande des ressources. Voilà, ça c'est l'idée de l'innovation. En parlant d'idée, alors ma définition de l'innovation, c'est qu'au départ, ça part d'une idée, c'est un processus, c'est un cycle, l'innovation qui part d'une idée de produit, d'amélioration, des techniques. Ensuite, il y a une invention. Donc là, on passe du concept, on passe à la pratique. Donc là, on a un proto qui tourne. Et ensuite, on a des usages et ensuite, on a un déclin. Et ce cycle-là, c'est un cycle d'innovation. Donc l'innovation, c'est un cycle. L'innovation, ce n'est pas une invention. L'invention, il peut ne pas y avoir d'usage. Le concours Lépine, vous avez des centaines d'innovations ou des dizaines d'innovations chaque année, des trucs plus ou moins farfelus. On reste dans le terme de l'invention. Ce n'est pas innovation, ce n'est pas une innovation parce qu'il n'y a pas d'usage. Et là, ça nous intéresse. L'usage dans la pédagogie. Ce qui va nous intéresser, c'est avoir une idée pédagogique, qu'elle soit mise en place, qu'on ait des usages et des retours et des évolutions. Ou des idées qui sont en perte de vue face aux réalités économiques, etc. Donc on a ce processus-là. Donc c'est important à retenir, c'est l'innovation, c'est un processus. Alors si on regarde ça d'un point de vue économique, au départ ça prend, et si on transpose à la pédagogie, c'est un processus qui demande du temps et de la ressource au démarrage. Quand on innove, quand on fait quelque chose de nouveau en pédagogie, ça prend du temps et de la ressource. En économie, c'est un peu pareil. J'aime bien cette analogie. Parce que quand vous allez faire un nouveau cours, lancer une nouvelle façon de faire vos formations, au départ, ça va prendre un peu de temps. Ça va sortir de votre zone de confort, sortir de votre pratique. Et donc, il faut investir du temps, il faut tester, il faut essayer. Donc là, il y a un peu de temps. Et après, on maîtrise de plus en plus notre innovation pour arriver vers une zone où on est bien, où ça se passe bien avec les apprenants, etc. etc. Après, on peut dupliquer ce modèle économique de l'innovation à la pédagogie. Souvent, quand on discute avec les enseignants, ça fait ça, cette partie-là, investissement fait. Alors, nous, c'est du temps qu'on va y passer, d'autres apprendre de nouvelles méthodes. Souvent, ça fait un peu peur aux enseignants. Alors, quand on regarde dans une population d'enseignants, alors là c'est la population en général, la typologie des acteurs face à l'innovation. C'est-à-dire comment se comportent les gens par rapport à une innovation, par rapport à une nouveauté. Alors, il y a
les gens qui sont pour tout le temps. Ouais, c'est génial, ça va tout changer, il faut qu'on s'y lance, sans trop réfléchir. On va prendre ce truc, on va voir ce que ça donne, c'est génial, etc. Donc il y a entre 2 et 5% des innovateurs, un peu des fous furieux qui se lancent à leurs élèves dans tous ces domaines-là. Et puis des gens qui suivent derrière, les adopteurs, la majorité précoce. Et donc quand on a atteint ces trois types de population, on a à peu près la majorité des acteurs qui sont dans cette innovation-là, dans cette nouveauté-là, dans ces usages-là. Et ensuite, il y a ceux qui sont derrière, la majorité tardive, qui attendent que ça fasse leur preuve, que les autres l'ont fait, essuyer les plats, casser les pots, avant de se lancer là. Vous avez tous entendu ce discours-là. Moi, je ne veux pas y aller, ça demande trop de temps, ça demande trop de... etc. etc. Donc, on a ces différents types de populations. Puis, regardez autour de vous. Quelles sont vos réactions chaque fois qu'on vous a dit tiens, je vais essayer un TBI, tiens, je vais mettre ça, je vais faire des cours en ligne, tiens, on va changer la pédagogie. Comment vous avez réagi? Ou comment les entourages de vos collègues ont réagi? Vous voyez que vous retrouvez dans ces types de populations, des types de réactions que vous avez déjà vues en disant ouais, c'est génial, on y va, sans trop réfléchir presque, à ceux qui disent oh, mais non, moi ça sert à rien, c'est nul, c'est pas pour nous. Donc on a toute une variation de population par rapport à l'innovation. Et donc si on regarde sur la typologie des acteurs par rapport à l'éducation, ce qu'on constate aussi, c'est que on a cette première partie de population qui a envie de bouger, qui a envie de faire changer. On verra les facteurs pourquoi et les comment tout à l'heure, qui arrive à enclencher derrière avec 10-20% des gens qui sont des suiveurs, qui enthousiastes, optimistes, qui ont envie de changer, et qui vont suivre ça. Donc on peut sur une innovation pédagogique avoir assez rapidement, surtout avec les technologies actuelles de communication, toucher jusqu'à un quart d'une population autour d'une innovation. Par contre, le souci, c'est la massification. Et on parle de gouffre entre les deux types de populations, ceux qui sont dans l'innovation, qui veulent y aller, et ceux qui sont dans l'attente, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui sont des freins, ceux qui ont différents types de motivations pour moins bouger ou pas bouger. Et donc ce gouffre-là, il existe, et souvent il est compliqué pour une institution, pour une organisation, ou même pour les gens qui sont innovants, d'attirer la majorité, le reste de la population. Et donc on parle de ce gouffre-là, où là il y a un cap à franchir, il y a des curseurs, des indicateurs à mettre en place pour voir si ça marche pas. Et c'est pas le même travail qu'on peut faire avec cette population-là, qui est enthousiaste, qui est volontaire, avec cette population-là qui est réfractaire, qui est attentiste, au mieux. Parfois pour de bonnes raisons aussi, faut savoir les écouter. Et donc l'écoute est quelque chose d'important dans ces domaines-là. Alors, si on rapporte ce type de population-là, cette diversité dans la population par rapport sur la typologie des acteurs, et si on le transpose au monde de l'éducation, il y a cette métaphore qui est sortie plusieurs fois sur Twitter, la métaphore du crayon, où il y a ceux qui sont à la pointe de l'innovation, lesquels de 2 à 3% qui ont envie de changer. Les affûtés, c'est ceux qui suivent, qui font de la veille, qui changent, qui ont envie de bouger, de changer leur formation. Les consommateurs qui attendent que c'est faire leur preuve, les sages qui attendent faire leur preuve avant de se lancer, de s'investir, de passer du temps. Les traditionnels qui disent non, mais moi comme ça, j'ai toujours fait comme ça, je ne vais pas changer. Et les effaceurs, on va dire les négationnistes de l'innovation, en disant mais ça sert à rien, c'est nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. etc. Alors, des métaphores comme ça, vous en trouverez plein si vous cherchez un petit peu la métaphore du crayon sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Je vous ai fait avec un petit crayon MFR. On retrouve la même chose. Il y en a même un avec un petit porte-crayon qui dit ceux-là, c'est ceux qui passent leur temps à aller dans les salons à prêcher la bonne parole, qui font jamais rien. Ça existe aussi. Alors, il faut dire aussi que par rapport à l'information, par rapport à une innovation, il y a une courbe des attentes. Il y a ce qu'on appelle la courbe du hype de Gartner qui ressemble à ça. C'est qu'on entend parler d'une innovation
Et donc, dans le pic de lancement, il n'y a pas grand monde qui en parle, donc on n'a pas trop d'attente. Et une fois qu'on découvre le truc, vous avez déjà entendu, ça va tout résoudre, les étudiants seront plus attentifs, ils vont mieux travailler, ça va tout changer. Donc là, on est dans le délire, on est à la courbe des attentes. En ce moment, la pointe du délire, c'est l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va changer la formation, la façon de former, et patati patata. Il y a quelques temps, en haut de la courbe du délire, c'était les MOOC. Ah, vous allez voir, les MOOC, ça va tout changer, on va mettre des MOOC de partout, il n'y aura plus d'université, etc. Donc on a cette montée sur les attentes par rapport à une technologie, on a des discours un peu délirants. C'est souvent que ça arrive. Et donc il y a souvent cette courbe est publiée sur Internet, sur Twitter, vous chercherez, vous en trouverez plein. La courbe du hype de Gartner, c'est réactualisé par des cabinets autour des nouvelles technologies, en plaçant des technologies avant qu'elles atteignent leur maturité. Hein, parce qu'il faut voir, souvent on en parle, il n'y a pas d'usage. On est dans l'invention, on est dans dans l'invention, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui met en place, qui en parle, tout le monde dit ah, c'est génial ou pas, mais on fait beaucoup de bruit pour en parler, mais il n'y a pas de retour d'usage. C'est une fois qu'il y a retour d'usage, finalement il y a un gap entre ce qu'on m'a promis et ce que je vois sur le terrain. Ou j'ai pas trop compris ce qu'on m'a promis et j'ai pas su le mettre en place. Enfin en tout cas il y a un gap, le temps que ça se réajuste avant d'atteindre ce qu'on appelle le plateau de le palier de la productivité. Il se passe un peu de temps, des retours d'usage avec les étudiants, la mise en pratique, des discussions avec les collègues. Entre ce qu'on vous vend et réalité, on passe par le pic de la désillusion. Ah, c'est nul ce qu'on m'a proposé, c'est trop cher, ça prend pas assez de temps, ça prend trop de temps, j'arrive pas à le coller avec les élèves, avec mes apprenants, avec mes étudiants, ça marche pas. Donc souvent, on a des discours comme ça, un peu autour des nouvelles technologies, autour de l'innovation pédagogique. On retrouve cette phase de délire, cette phase de contre-délire, et puis avant d'avoir cette phase de sagesse, on peut résumer comme ça, sur les discours autour de l'innovation. Mais rappelez-vous des discours qu'on vous a tenus sur les MOOC, sur la vidéo, sur les TBI, sur le numérique, sur les livres numériques. Enfin, il y a eu plein de discours comme ça sur les technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la 3D, etc. etc. Où, quand on discutait avec les gens, on était soit c'est tout feu, tout flamme, ça va tout changer, soit c'est nul, il ne faut pas l'utiliser. Bon, entre les deux, et après, on vient sur des choses. Hein. Les MOOC qu'on trouvait, par exemple, leur créneau sur entre 5 et 10% des types de formation. Il y a un modèle économique, un marché économique et une économie autour des MOOC qui s'est créée, mais ça a mis 4, 5, 10 années même pour se mettre en place. Et donc là, on a ces cartes aussi. Petit travail après, aller les chercher sur Twitter. Et donc de tout temps, il y a eu les grognons, ceux qui étaient contre les technologies parce que c'était mieux avant. Ça c'est un discours, le c'était mieux avant, je deviens flou, c'était mieux avant. Qui existe. Ça c'était un petit clin d'œil, ce type de réaction, on l'a eu souvent. Alors, là j'ai un peu défini l'innovation, c'est un cycle avec des attentes, avec des diffusions, avec différents types de populations. Pourquoi on innove? Alors il y a récemment, cet été, il y a la disparition de Michel Serres, mais il avait écrit un bouquin, ses derniers ou avant-derniers bouquins, c'était Le Gaucher boiteux, où il parlait d'innovation. En disant que l'innovation c'est le propre de l'homme. L'homme a besoin d'innover, l'homme innove sans arrêt, c'est une caractéristique humaine. Et il y a deux moteurs pour lui à l'innovation. On innove par la nécessité ou par hasard. La nécessité économique pour faire plus vite, plus rapidement, plus facilement, pour vivre mieux. Ou le hasard fait bien les choses, la pénicilline, la tartatin. Vous verrez dans le bouquin, il y a plusieurs exemples comme ça autour de l'innovation. Donc c'est le Gaucher boiteux de Michel Serres. Si on le ramène un petit peu aussi, il avait fait un ouvrage précédent, Petite poussette, sur l'innovation, ce que change le numérique dans l'information.
si vous avez un peu de temps. C'est pas des gros livres, hein, il y a une centaine de pages. Moi j'adore lire ça, c'est assez optimiste. Je fais partie des gens un peu sur la gauche de la courbe de tout à l'heure. Je fais partie des optimistes. Mais donc le gaucher boiteux, c'est les processus d'innovation. Et petite poussette, c'est le numérique et l'éducation. Qu'est-ce que le numérique change? Voilà, j'ai fini ma petite page biblio. Pourquoi on innove? C'est parce qu'il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on est dans un monde où on passe de l'analogique au numérique. Analogique au numérique. On passe à des contenus, à des cours de... Tout est accessible en ligne, tout est son contraire d'ailleurs. Tout est son contraire. On a la massification des savoirs, et la contrepartie de ça, c'est la massification aussi de la connerie hein, sur Internet. Regardez la théorie de la Terre plate par exemple. Bon, mais tous les savoirs sont en ligne, les bons, les moins bons. Mais vous avez plein d'universités qui mettent leurs cours, des écoles. Dans les MFR, moi j'ai regardé, il y a plein de vidéos super intéressantes sur Walter. C'est hallucinant la richesse de tout ce que vous allez trouver. Mais de règle générale, il y a énormément de contenu accessible en ligne et on est sur cette numérisation-là. À tel point qu'il y a des dispositifs, ce que j'appelle les nouveaux opérateurs du savoir, comme la Khan Academy, qui a développé une méthodologie autour de la vidéo, des petites vidéos pédagogiques. Et il y a des centaines, des dizaines de milliers de vidéos pédagogiques dans toutes les langues, dans différentes matières qui existent aujourd'hui. Il y a des dispositifs en ligne assez complets. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant qui n'existait pas il y a 4-5 ans en arrière. 6 ans en arrière. Il y a aussi, pourquoi on innove? Donc, on est dans l'ère de la numérisation, on voit apparaître des nouveaux opérateurs, et pourquoi on innove? C'est quand on est une institution, alors là je vois un peu plus là, on a des injonctions extérieures. Les fameuses contraintes de Michel Serres, la nécessité. Chaque année, tous les 4 ans je crois, j'allais dire chaque année, non, tous les 4 ans, il y a l'OCDE qui a un organisme qui s'appelle PISA, qui fait des évaluations des politiques éducatives dans le monde. Quelles sont celles qui ont changé, quelles sont les pratiques innovantes qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, quelles sont les bonnes idées dans l'enseignement, etc., etc. Et donc nos décideurs, ceux qui nous donnent les sous, ceux qui nous payent hein, chaque mois, ils entendent, ils ne sont pas tous sourds. Après ils interprètent différemment, mais ils entendent ces discours-là en disant « Ah, dans tel pays, vous voyez qu'il y a quand même des différences, je ne vais pas dire du simple au double, hein. Quoique, il y a des politiques éducatives qui marchent bien, il y a des politiques éducatives qui sont performantes, et puis il y a des politiques éducatives qui sont en déclin. Bon, pas à s'agiter sur la France, mais on aurait beaucoup à dire. Et ce type d'indicateur-là, un peu global, sur toute la planète, qui prend en charge pas mal de facteurs, hein, il y a beaucoup qui critiquent PISA. Moi je fais partie des gens qui trouvent ça plutôt pas mal. Je suis allé voir les sources, les données, la méthode, tout est en ligne, tout est accessible, c'est quand même super transparent par rapport à d'autres processus. Donc il y a des petites fiches de synthèse par thème, par ceci, il y a des choses assez paradoxales. Réduire les classes à 12 élèves, c'est pas forcément la meilleure solution, voilà, ça c'est dit, etc., etc. Donc il y a des choses. Mettre du numérique pour mettre du numérique, c'est pas la meilleure solution. Et ça se fait au travers de ces choses-là. Mais il y a des choses qui marchent, qui rendent les écoles plus performantes, sur l'organisation du travail, le management des écoles, le management des équipes pédagogiques, sur les contenus pédagogiques, sur les calendriers scolaires, etc., etc. Il y a quand même des grandes différences entre ces politiques-là. Donc il y a peut-être des sources d'innovation à aller chercher. Et ça, c'est une contrainte extérieure qui nous tombe dessus, qui nous tombent tous dessus. Moi, je suis à l'université, les contraintes extérieures, c'est le classement de Shanghai, par exemple, c'est une contrainte, il faut améliorer la formation, la recherche, etc. etc. Donc, on a ce type de contrainte-là qui fait que on ne peut pas rester figé de marbre sur toutes les formations. J'ai toujours fait comme ça, je vais faire comme ça. Non, parce que le monde a bougé, parce qu'on a de nouveaux opérateurs, nouvelles façons d'apprendre, et parce qu'il y a des choses qui sont peut-être plus performantes que ce qu'on fait. Donc, c'est des contraintes fortes. C'est des contraintes sur lesquelles c'est l'évolution humaine qui arrive. Toujours dans ce type de contraintes, il y a des contraintes économiques
Encore un article la semaine dernière, le 28 août. Il faut arrêter de former les travailleurs comme il y a 80 ans. Ça, c'est un prof d'économie au MIT, Andrew McAfee, que vous pouvez suivre sur Twitter. C'est en anglais, mais c'est intéressant. Les contraintes économiques, c'est que le monde va évoluer. Les jeunes qu'on forme aujourd'hui vont être dans un marché du travail qui ne sera pas les mêmes. Les métiers qu'ils vont faire dans leur vie ne seront pas les mêmes que ceux que nous, on avait. Donc on ne peut pas leur donner les méthodes que nous, on avait. L'intelligence artificielle va changer plein de choses. L'évolution technologique va changer plein de choses. Allez voir certaines interviews. Dans les Échos, c'est en français, donc on peut suivre à peu près le fil de la discussion. Il a sorti des bouquins aussi en français, qui ont été traduits en français. Et donc, en gros, si je résume, les gens qu'on forme aujourd'hui à l'école feront des métiers qui n'existent pas forcément, auront des technologies qui doivent faire évoluer la façon d'enseigner. On n'a pas formé. Je caricature, former des robots, des gens qui obéissent à des règles et à des lois, mais des gens qui sont beaucoup plus créatifs. Je résume, je caricature un peu en gros ces propos qui sont là, mais vous aurez le détail dans l'interview sur le bouquin qui est sorti la semaine dernière. Vous voyez bien qu'on a une évolution au cours des années, au cours de l'âge du bronze, l'âge de la pierre, l'âge du fer, au Moyen-Âge, et aujourd'hui avec le numérique, ça change fondamentalement la façon de travailler. Bon, au-delà de la plaisanterie, elle est bien bonne, les métiers ont évolué. Au début du XXe siècle, en 1900, avant la guerre de 14, 90% de la population en France, c'était dans les campagnes. Aujourd'hui, il y a 1 ou 2, c'est 2% de paysans. Donc le métier a disparu. Même s'il y a toujours des paysans, alors j'étais 92, les 88% qui faisaient paysans, mais ils font autre chose aujourd'hui. Donc on n'est plus sur ces métiers-là. Donc on a eu là déjà une première grosse évolution autour avec l'industrialisation. Et là, avec le numérique, on va encore avoir une deuxième vague d'évolution des métiers. Et on va voir apparaître des métiers nouveaux, avec des noms qu'on prend d'ailleurs pas tout ce qu'ils font, tout ce qui se passe dans les métiers. Donc là, c'est une estimation. Est-ce que j'ai trouvé le lien? Je ne vous ai pas mis la référence, ça c'est pas bien. Je vais vous la tweeter. Une infographie qui donne différents types, l'évolution des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui vont évoluer dans les 10 prochaines années. Alors, il y a beaucoup de choses autour du numérique, du big data, de l'analyse de données, de la publication, des réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais pas seulement. Instructeur de Zumba, il paraît que c'est un métier en devenir. Mais on est sur cette évolution-là qui a des répercussions sur la façon de former. L'autre chose qui a une répercussion, c'est que les gens vont changer de métier plus souvent que ce que nous on changé, les gens de notre génération ont changé moins de métier, moins souvent. Donc ça, c'est quelque chose aussi, leur donner des clés pour pouvoir changer de métier, des clés pour pouvoir s'adapter, être beaucoup plus adaptable que ce que nos générations à nous. Alors, il y a des études prospectives qui disent voilà les types de métiers qui vont disparaître. Il y a des gros débats en ce moment. Il y en a eu en France là encore le week-end dernier, je crois, sur un supermarché qui avait mis des caisses automatiques. Mais le monde de la vente, c'est là où on aura le plus d'évolution. Il y a un nombre de millions de gens qui travaillent là-dedans, et puis dans quelques années, il y en aura beaucoup moins. Du fait de la robotisation, du fait de l'automatisation, du fait de la numérisation, etc., etc. Donc il y a certains métiers qui vont être fortement impactés, vous voyez, ça dépend du type de métier. Alors nous on est formateurs, éducateurs, bonne nouvelle, ça fera partie des métiers les moins impactés par les évolutions. Mais les gens que nous on forme, eux ils vont être impactés par ça. Si nous on est moins impactés, nous formateurs, éducateurs, enseignants, on est moins impactés par ça, les gens qu'on forme, eux sont beaucoup plus impactés par ces évolutions. Donc ça aura des conséquences, la façon de former, la façon de proposer des programmes, de constituer des programmes et les pédagogies qu'on va mettre en place. Je parlais d'injonctions internationales, etc., économiques. Vous-même, vous avez des injonctions. Vous êtes un groupement de MFR. Dans ce groupement-là, il y a des gens qui ont des envies, il y a des gens qui ont des pressentiments, il y a des gens qui ont des expressions, il y a des gens qui ont des contraintes, qui font un peu la synthèse de ça. Et chez vous, ça s'exprime sous cette forme-là. Donc,
Vous échappez pas hein, au MFR, hein, c'est comme partout, on est dans ces évolutions-là. Alors c'est plus ou moins enthousiaste, c'est plus ou moins dynamique, c'est plus ou moins important, mais on est tous dans cette grande machine à laver de l'innovation, de l'évolution. Alors, autre moteur aussi, pourquoi on innove? Moi, je discute beaucoup avec des enseignants que je rencontre dans différents types d'organisations, dans des écoles, dans des universités, dans des lycées, dans des entreprises, dans différents continents. Je me balade un peu. Et quand on discute avec les enseignants, il y en a beaucoup qui me disent aussi, un moteur de l'innovation qui est assez fort, c'est « Oh là là, ça fait 10 ans que je fais le même cours, je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose. Oh là là, ce que je fais, c'est trop conventionnel, j'en ai marre de faire la même chose, je voudrais sortir un peu de ma zone de confort pour faire autre chose, pour faire quelque chose de plus dynamique, pour que ça soit plus sympa, plus participatif avec mes étudiants, avec plus d'échanges, plus m'appuyer travailler avec d'autres collègues, mes cours plus ouverts. » C'est ce type de discours qu'on entend parce que les profs ont envie, pas tous, mais ont envie de changer en disant le moteur c'est je m'ennuie, ça fait 10 ans que j'ai fait le même cours, 10 ans que je fais la même pratique, ou pas je m'ennuie, c'est ça colle plus. Je fais mon cours, je vois que les étudiants ne sont pas réceptifs. Alors je sais que dans les MFR c'est un peu différent parce que vous êtes sur des publics, je me rappellerai la première chose qu'on m'a dit en arrivant en MFR à Orléans, au CNP, hein, si ma mémoire est bonne, ça s'appelle, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, dire oh là, mais chez ici on ne fait pas de cours. Bon d'accord, mais il y a d'autres façons de faire et puis ça évolue, hein. Si on prenait il y a 10 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a cette évolution là. Donc le moteur, le prof, il y a un moteur aussi personnel. Est-ce qu'il veut rester dans sa zone de confort? Est-ce qu'il est capable de passer par la zone de la peur? Là, je me lance dans l'inconnu, ça va être difficile, comment je vais enrichir mes étudiants, mes élèves, on se met dans le truc et après on maîtrise la chose et là on est content parce qu'on a avancé avant de passer sur une nouvelle zone de confort et faire ce cycle-là. Alors ce cycle peut être fait en 6 mois, il peut être fait en 10 ans, etc., etc. Mais il est personnel à chaque enseignant. Pourquoi j'innove? Parce qu'il y a un petit truc dans la tête ou avec mes élèves que j'ai envie de faire mieux, j'ai envie de changer, je vois que ça ne marche pas. Mais ça, c'est personnel, c'est en vous, hein, c'est pas institutionnel. Et donc, c'est un moteur qui, pour moi, c'est le plus fort. Après, il faut que ça soit en adéquation avec ce que demande l'institutionnel, mais les gens qui ont ce discours-là, cette réflexivité-là en disant « ça ne marche pas avec mes élèves, ça ne marche plus avec mes élèves, ce qui marchait avant, ce qui passait avant, ça ne passe plus ». Et ben c'est un moteur fort pour l'innovation, pour changer. Alors, par rapport à cette réflexion-là, je vous inviterai à aller voir cette conférence. Ça faisait un peu de temps. Donc, je vous donne des pistes, parce que là, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Je vous donne des généralités, des choses comme ça, mais il y a du travail à faire ce soir à la maison ou un peu plus tard. Je vous donne, Marie vous donnera le lien de la conférence. Je viens de mettre sur Twitter des liens. Mais si vous ne les trouvez pas sur Twitter, Marie vous les passera. Elle vous donnera ce support-là aussi. Donc, vous pourrez récupérer le lien et aller voir cette vidéo de Pierre Dillembourg, qui est prof à l'EPFL, qui a été filmée l'année dernière à Ludovia, Suisse, du côté de Lausanne. Bon, je ne me rappelle plus où c'était. Enfin bref, c'était en Suisse. Et il avait fait une conférence sur la samarchologie. En disant, voilà, il y a des profs qui reprend un peu le discours que je viens de tenir en disant ils ont envie de changer, ils ont envie de bouger, puis ils tentent des trucs, et puis ça marche. Et il continue, et ça marche, et donc il fait l'étude de pourquoi ça marche, des facteurs pourquoi ça marche. La samarchologie, où en changeant un petit peu sa pédagogie, on se rend compte que les étudiants ils sont plus réactifs, ils apprennent mieux, plus facilement, le climat de la salle de classe est plus serein, etc., etc. Donc chaque prof a des petites astuces comme ça, il a essayé de faire une analyse de la samarchologie. Le prof avait un ressenti que ça se passait mieux. Et c'est pour ça qu'il innovait, c'est aussi un côté à se faire plaisir, à mieux enseigner ou enseigner différemment, avoir des feedbacks de ses élèves. Et ce plaisir d'enseigner, c'est pas anodin, retrouver le plaisir d'enseigner. C'est aussi un facteur assez fort, hein, c'est un facteur un peu intrinsèque des enseignants. Il y a eu un article, là aussi cet été, vous savez, j'ai bossé cet été, de Philippe Mérieux sur le bonheur d'enseigner. Et je trouve que souvent, quand on discute avec les enseignants, il y a un climat pesant dans les établissements.
peut-être moins aimé faire, plus dans l'éducation nationale, dans les lycées, dans les collèges, avec les réformes qui sont soi-disant pas participatives, qui n'ont pas été acceptées, patatives qui viennent d'en haut comme ça, sans discuter, etc. etc. Donc, il y a un climat pesant et donc on a besoin de sérénité, d'empathie entre les enseignants et les élèves et on a besoin de retrouver ce plaisir d'enseigner. C'est quand même un acte sympa de diffuser, même si là c'est sympa. J'ai ma vidéo, vous n'êtes pas avec moi en ce moment, mais je sais que ça va être vu, qu'il y aura des retours, des interactions, donc il y a un côté sympa à enseigner. Et garder ce côté sympa, de retrouver ce côté de le plaisir d'enseigner, qui va de pair aussi avec le plaisir d'apprendre. C'est quelque chose qui revient souvent. Là, je vais me mettre là, j'étais là sur la photo, voilà. Ça c'est avec ce personnage-là. Est-ce que j'ai mis le lien? J'ai pas mis le lien. C'est Roberto Gauvin, qui était directeur d'une école à Clare, dans le New-Brunswick, province au Canada, au-dessus du Québec, qui a mis en place toute une stratégie autour du numérique, pédagogique d'établissement, dans son établissement. Il s'est servi du numérique pour motiver ses élèves, ses équipes pédagogiques. C'est le niveau entre le collège et le lycée. Et donc Roberto Gauvin avait fait un Péchakucha pour Ludovia il y a 2-3 ans. Vous retrouverez la vidéo dans ce lien-là. Et pour lui, la meilleure évaluation des stratégies éducatives qu'on peut mettre en place dans un établissement, dans un organisme, c'est le plaisir, le sourire, la courbe du sourire des élèves. C'est-à-dire que redonner le plaisir d'apprendre aux élèves, tout ce qu'on fait là, toutes ces évolutions-là, c'est pour arriver à ça, je trouve que c'est un bel objectif de retrouver le plaisir d'apprendre. Mais l'innovation, dans certains cas, ça ne sert à rien. Donc on a vu le côté positif. Il y a d'autres cas, on innove pour innover et c'est un peu contre-productif, pour ne pas dire carrément contre-productif. J'aime bien ressortir cet exemple qui est souvent utilisé par Marcel Lebrun dans ses conférences. On voit deux personnes qui font une chose, alors on va dire deux enseignants qui enseignent. Dans notre cas, une ancienne méthode et une avec des nouveaux outils. Mais elles font la même chose, surtout que l'aspirateur n'est pas branché. Petit détail. Et elles font la même chose. Donc, par contre, une, ça coûte beaucoup plus cher que la première. Voilà. Donc, dans certains cas, l'innovation, innover pour innover, utiliser de nouveaux outils, si ce n'est pas réfléchi, si ce n'est pas accompagné, si ce n'est pas construit, ça sert un peu à rien. Et on a plein d'exemples par rapport à ça. Autre chose que je vous invite à aller regarder, alors là, il faut vous poser un petit peu, le soir, la veillée, au lieu de brancher sur Netflix, vous allez brancher sur des vidéos que le Père Battier vous a données. Ça, je vous ferai un mot d'excuse s'il faut pour la famille. Et faites regarder à la famille aussi, c'est Étienne Klein qui a une discussion sur est-ce que l'innovation aujourd'hui est-elle encore source de progrès? Oui, c'est une discussion intéressante parce que pendant longtemps, l'innovation était une source de progrès. C'est-à-dire que avec toutes les innovations qu'on a eues dans le monde médical, dans l'enseignement, dans le numérique, dans l'industrie, etc., 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 on vit plus longtemps, on vit mieux, on a moins mal, on a moins de maladies, etc., etc. Normalement, on a un peu plus de pouvoir d'achat, on peut se balader, on peut accéder à la culture, etc., etc. Donc, pendant un certain temps, l'innovation a été une source de progrès. Les gens vivent mieux. Aujourd'hui, l'innovation n'est plus vécue systématiquement comme une source de progrès pour deux raisons. Vous irez écouter le détail. Ceux qui innovent ne font pas ça forcément pour que les gens soient plus heureux, mais ils font ça pour gagner plus d'argent. Bon, c'est vrai que Pasteur, il avait gagné beaucoup plus d'argent, mais bon, d'après lui, ceux qui innovent aujourd'hui ont plus, c'est les start-upers, les choses comme ça, c'est pour leur profit personnel et c'est pas pour le profit de la communauté. Donc pour lui, c'est un des premiers freins, comme quoi la rupture du lien entre l'innovation et le progrès, il est un peu intrinsèque dans le moteur de l'innovation. Je ne suis pas là pour être un bienfaiteur de l'humanité, je suis là pour m'en mettre plein les poches.
C'est pas entièrement faux, mais bon, je suis pas sûr de tous les innovants dans les siècles derniers. Ils voulaient bien aussi s'en mettre plein les poches. Mais faire bénéficier l'humanité. Et le deuxième argument d'Étienne Klein, c'est que l'innovation est source de pollution, de dérèglement climatique, de stress dans les populations qui vont perdre leur travail, etc., etc. Donc l'innovation n'est pas vue fort systématiquement aujourd'hui comme une source de progrès pour ces choses-là. Dans la pédagogie, c'est un peu la même chose. On nous a parlé d'innovation, d'innover, de changer. Et quand on décortique, on regarde, est-ce qu'il y a eu un vrai progrès? Est-ce que nos élèves sont plus heureux en classe? Est-ce qu'ils apprennent mieux? Est-ce qu'ils apprennent plus de choses? Comment on innove? Après s'être posé toutes ces réflexions-là, comment on innove? Un des moteurs d'innovation, donc j'ai dit il y a le moteur personnel, l'envie de changer, mais ça ne suffit pas d'avoir envie de changer. Il faut trouver des gens avec qui on peut échanger pour changer. Et avec les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, il y a plein de groupes d'enseignants, de communautés d'enseignants qui se sont créés, d'associations d'enseignants qui se sont créés. J'en ai mis quelques-uns, des clans d'enseignants qui se sont créés. Et c'est aussi un moteur d'innovation. Alors, moi j'aime bien aller à un lieu qui s'appelle Ludovia en France. Il y en a en Suisse, on en a fait un ici en Polynésie, il y en aura en Belgique au mois d'octobre. C'est un lieu où les gens peuvent discuter, échanger. Un prof tout seul, c'est compliqué à innover, à cause du fameux gouffre. Convaincre ses collègues qu'il faut changer ses pratiques, changer sa façon de faire, c'est pas toujours évident, on est toujours seul face à l'innovation. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a des communautés d'enseignants un peu innovants, sur des idées pédagogiques qui se créent, qui arrivent à s'identifier, à se trouver, à échanger, à s'épauler, à s'entraider, à coproduire ensemble. Donc il y a plein d'associations qui existent, il y a pas mal de littérature autour de ça, et quelque chose qui existait avant les réseaux sociaux, des associations d'enseignants, profs de maths ou des choses comme ça qui sont assez connues. Mais avec le numérique, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et souvent, je dis aux enseignants, au lieu d'essayer de convaincre vos collègues dans le même couloir que vous, dans le même établissement, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas forcément sur les innovants, on n'est pas forcément sur les gens qui ont envie de vous suivre. Au contraire, on peut être sur les effaceurs, les railleurs, les grognons et ceux qui n'ont pas envie de bouger. Et donc ça c'est démotivant, c'est démoralisant, on va tourner à vide. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver quelqu'un qui a la même envie pédagogique que vous, qui a les mêmes outils, qui a les mêmes niveaux, les mêmes difficultés avec sa hiérarchie, avec ses collègues, avec qui vous pouvez échanger, et puis vous êtes 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100, et faire des petites communautés d'échange de pratiques, d'échange de contenu, de co-création, d'entraide. Et donc, il y a pas mal de choses qui existent comme ça. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi au début de Walter, en disant sur les appels à projets, on va faire des appels à projets, on va essayer de constituer, d'identifier les acteurs qui ont envie de travailler ensemble, de partager sur les projets. Je ne sais pas si vous étiez vous-même impliqué dans ce type de projet-là, mais c'était un peu l'idée de cette démarche-là. Pour en revenir au modèle sur l'innovation, quand on a adopté, alors là, qui a adopté aux nouvelles technologies, c'est un modèle qui a été fait par Thierry Carsanti, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Thierry a proposé ce modèle en 2014 sur l'appropriation des nouvelles technologies, l'engagement des enseignants autour des nouvelles technologies, en disant voilà, il y a des enseignants qui vont adopter des nouvelles technologies dans l'idée d'améliorer leur enseignement, de faire des choses différemment. Donc d'abord, dans un premier temps, on substitue la technologie à l'analogique, à ce qu'on faisait avant. Typiquement, dans la substitution, vous avez le TBI qui remplace le tableau noir, tableau blanc interactif, tableau noir, et on fait la même chose avec, on a juste changé le support, mais pédagogiquement, finalement on fait la même chose, avant de trouver des évolutions, de faire différemment, des pratiques nouvelles et tout ça, et ça met un peu de temps avant d'arriver à l'innovation, à ce changement. Mais il faut faire attention parce que dans l'adoption de cette nouvelle technologie, il peut y avoir aussi une détérioration. Je parlais tableau blanc interactif, tableau noir. Dans les petites classes, par exemple, ils ont observé que le fait d'utiliser le TBI, c'était quelque chose de négatif. Dans certains cas, ça peut être positif, mais dans pas mal de cas, c'était négatif, parce que ça renforçait le rôle transmissif de l'enseignant, alors que
on pouvait le faire évoluer différemment. Et surtout, pire, c'est que quand on écrivait au tableau noir, il y avait un temps d'écriture, un temps de réflexion, d'analyse par les élèves qui voyaient les lettres se former, les dessins se faire sous la craie du prof. Et là, avec le PowerPoint ou les informations ou les vidéos, on affiche beaucoup trop d'informations, beaucoup trop rapidement. Et du coup, les élèves n'arrivent plus à suivre. Là aussi, je caricature un petit peu, mais c'est pour vous donner une idée de type de détérioration, je vais y arriver, ça fait trop longtemps que je parle. Ouais, il faut que je me dépêche parce qu'on va passer aux questions. L'usage des nouvelles technologies, du numérique, c'est pas toujours quelque chose qui peut améliorer. Et donc là, il y a eu un article hier dans la presse, chez Otake, sur la veille techno, toujours chez les amis canadiens, sur l'utilisation des nouvelles technologies dans l'éducation, sur cette partie détérioration par rapport à la partie amélioration. Donc il y a des discours par rapport à ça, encore aujourd'hui. Le débat n'est pas fini, le débat n'est pas clos, il n'est pas prêt d'être clos autour de l'usage des technologies, parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas au top, qui ne marchent pas bien. On est dans la partie droite de Carsanti. Alors, rapidement sur les différents types de l'innovation. Alors, ce n'est pas le risque client, on va dire, c'est le risque que je prends avec mes élèves ou par rapport à mon institution, et le risque que je prends par rapport à la pédagogie. Donc, quand je fais une petite innovation, je change un petit truc, on est dans ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. Quand je prends beaucoup de risques avec mes utilisateurs, mes élèves, et mais pas technologiques, je suis dans l'innovation majeure. Quand je ne prends pas beaucoup de risques avec mes clients, ils attendent cette innovation-là, mais technologiquement, je fais énormément d'efforts, je change de plein de choses, c'est une innovation stratégique. Et quand je fais un truc qui n'est pas attendu par mes élèves, mes étudiants, mon marché, je change complètement de techno, on est dans l'innovation radicale, l'innovation de rupture. Souvent dans l'innovation incrémentale, la plus simple, c'est une petite évolution, on est dans l'effet carrosse. C'est-à-dire que, par exemple, les premières voitures qui ont été inventées ressemblaient à des carrosses avec des chevaux. Donc on est sur une évolution incrémentale. J'ai pris un autre type d'évolution incrémentale. Si on prend l'évolution de la roue au cours des siècles, bon, la première roue n'a plus rien à voir avec les roues actuelles. Et encore, on voit apparaître des nouvelles roues sans pneumatique. Enfin, oui, sans pneumatique, avec des espèces de cellules d'amortissement. Bon, bref. On est sur des évolutions incrémentales, mais une roue, ça tourne pour l'instant. Mais quand même, ça permet d'aller beaucoup plus vite ici qu'avec ça. Là, c'est pareil, quand on fait la transposition sur l'écriture, le PDF, ensuite les clés USB, les plateformes de cours, on est aussi sur ce type d'évolution-là, où on transmet des écrits, mais entre ces écrits-là et ces écrits-là, c'est plus du tout les mêmes volumes, c'est plus du tout les mêmes choses, et donc on est passé... c'était une évolution lente, c'était des évolutions incrémentales, mais si on prend sur l'échelle de temps, on est sur une évolution radicale. Voilà. Et puis des fois, on a des trucs qui arrivent, la disruption, on fait complètement différemment. Vous avez peut-être entendu parler du modèle SAMR aussi dans l'évolution de l'innovation dans les technologies dans l'enseignement. Alors je me suis amusé à le repositionner sur mon petit diagramme, le SAMR, sur l'innovation incrémentale, c'est de la substitution. La modification, c'est de l'innovation majeure. L'augmentation, c'est de l'innovation un peu stratégique. La redéfinition. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le modèle SAMR, ça reprend un peu celui de Thierry Carsanti, ou c'est plutôt Thierry qui a repris un peu celui-là, avec son petit bonhomme qui repartirait dans l'autre sens, pour la partie négative de l'adoption de l'innovation. Dans un premier temps, on a la phase de substitution, on prend les technologies pour faire mieux ce qu'on faisait avant avec d'autres trucs. L'augmentation, on commence à changer un peu, des changements fonctionnels dans sa pédagogie. La modification, on modifie les tâches qu'on donne aussi bien aux profs qu'aux élèves. Et la redéfinition, on fait quelque chose complètement différemment. Et souvent, on est sur ce cycle-là d'évolution pour les enseignants. Si on revient à ma zone de confort, je maîtrise de plus en plus le truc, je fais de plus en plus de choses, etc. Donc ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'avancer, ou on peut rester à un seul stade.
Les effets observés, je vous ai parlé de PISA, c'est aussi, alors c'était une force, mais aussi c'est un indicateur, c'est un thermomètre aussi. C'est une contrainte, mais c'est un thermomètre sur, eh ben, il y a alors c'est macro, c'est des effets observés de façon macro. Sur les politiques pédagogiques, il y a des choses qui font changer les résultats des élèves sur les évaluations. Après, on pourrait discuter du thermomètre, mais il y a quand même des choses des évolutions, des améliorations à faire qui ont un fort impact sur les élèves, sur les apprenants. Après, de façon générale, dans les classes et choses comme ça, les expérimentations, c'est assez compliqué de mesurer l'innovation parce que est-ce qu'on a les mêmes groupes, est-ce qu'on a les mêmes classes, est-ce qu'on a les mêmes consignes, les mêmes façons d'apprendre. C'est très compliqué de mesurer l'innovation. Donc les effets observés, quand on regarde les publications, alors numérique, si on reste dans le domaine du numérique et de la pédagogie, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été contredites, il y a beaucoup de choses qui ont été analysées où il y a des biais cognitifs, etc. etc. Donc de façon générale, si on fait, je reviens au tapis de Marcel Lebrun, la même chose avec des outils, ça ne changera rien. Donc ces innovations-là, c'est pas l'usage de l'outil qui fait, c'est une innovation pédagogique, entend mettre en place des outils, changer la pédagogie, faire des choses différemment, accompagner les enseignants pour qu'on ait un impact des effets. Faut qu'on ait quelque chose qui évolue, c'est pas quelque chose qui se décide d'en haut. Tchac, on dit en fait ça les gars, vous allez voir, tout va marcher. C'est pas quelque chose qui marche toujours. Il y a une attente, il y a certaines populations d'enseignants qui ont envie de changer. On a vu des facteurs qui ont envie de bouger. Et il faut que cette attente-là rejoigne une envie soit concordante avec l'envie de la direction, des gens qui définissent les politiques, les stratégies, alors soit au niveau de l'établissement ou chez vous, de l'ensemble des établissements ou dans l'éducation nationale au niveau du ministère. Il faut qu'il y ait une adéquation entre cette attente, les contraintes, pour que les innovations fonctionnent en pédagogie. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours simple. Voilà, j'ai fini ma petite présentation dans les 10-50 minutes avec Marie. Donc l'idée c'est, si vous voulez me poser des questions, je suis sur Twitter, vous pouvez poser des questions @Battier. Et là maintenant je vais passer sur la partie en visio, je ne sais pas trop comment je vais me connecter, et vous allez pouvoir me poser des questions. Si vous êtes sur Twitter, vous allez voir, j'ai mis tous les liens, clac clac clac, pendant que je parlais en même temps, j'ai envoyé tous les liens que j'ai évoqués. Et donc on continue la discussion en visioconférence.